Bonjour chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com et bienvenue dans cet entretien avec Monsieur Babacar Lo, fondateur de TAG, c'est ça. Bon déjà, Monsieur Lo, s'il vous plaît, présentez-nous votre structure. Merci beaucoup. Alors, donc, je suis effectivement Babacar Lo, je suis doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où je travaille notamment sous la coupole de Birahim Gueye et on travaille justement sur la question de l'intelligence artificielle. Je suis aussi le fondateur d'une entreprise qui s'appelle TAG et qui se veut effectivement accompagner la construction du projet professionnel des jeunes en utilisant des outils de coaching et des outils d'aide à la structuration du projet professionnel et pour lesquels notamment on structure ou on utilise des bots et notamment un peu d'IA. Et comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, l'optique c'est qu'il y a une plateforme, donc le jeune peut venir créer son compte et ensuite il va recevoir une série de questions donc sur ses intérêts, ce qu'il notamment considère comme étant des forces chez lui, des faiblesses chez lui, et ça va permettre d'aboutir effectivement à un diagnostic et ensuite à partir de ce diagnostic il va avoir des tâches à faire et ces tâches vont permettre de petit à petit l'orienter dans l'identification des métiers ou des compétences qui pourraient être intéressantes pour lui. Ce qu'on a constaté c'est que beaucoup de jeunes ont du mal, notamment après le bac et quelquefois même avant le bac, à choisir une filière ou à choisir notamment une orientation en termes de formation. Et c'est normal aussi, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire quand on est jeune. Et généralement, il faut le temps d'apprendre à se connaître. Donc l'idée ici, c'est de mettre à disposition une solution qui leur permette d'apprendre à se connaître en travaillant justement avec un outil qui va historiciser un peu tous ces échanges et permettre de fournir un coaching. Et comment s'intègre le produit au niveau du marché, notamment auprès des étudiants ? Alors, on va dire notre solution existe depuis 2017. On a fait beaucoup d'itérations. Et d'ailleurs, on va dire que cette solution, on a commencé à travailler dessus bien avant l'explosion de l'IA. Donc au départ, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû en fait constituer un référentiel métier. Donc on a référencé plus de 400 métiers. Ensuite, on a découpé ces métiers en compétences techniques et en compétences comportementales. Donc en 2017, quand on a démarré effectivement la construction de la plateforme, c'est comme ça qu'on a commencé. On a fait 4 itérations. Parce que l'optique, c'était d'aboutir quand même à une situation où le jeune puisse... Parce que dans la première itération, on lui demandait quelles étaient les filières qui l'intéressaient. On a aussi constaté que beaucoup choisissaient par hasard. Et ce n'est pas la vocation qu'on avait. Parce que quelqu'un peut, après son bac, dire « je veux faire marketing » sans forcément savoir qu'est-ce qu'on attendrait de lui. Et donc finalement, le choix, il l'a fait juste parce que peut-être il a eu des échos, mais il n'est pas parti de sa connaissance de sa propre personne. Donc l'avènement de l'IA est arrivé après ça, parce qu'avant, on avait quand même essayé d'automatiser un certain nombre de points en posant un peu juste des logiques d'automatisation. Quand il se passe ça, il se passe ça. Et ensuite, là, on a la capacité de collecter et de traiter plus de données pour fournir en fait un coaching plus personnalisé. Et donc, on s'appuie sur différentes technologies. Donc, les modèles qu'on utilise ne sont pas des modèles propriétaires. Donc, on s'appuie notamment sur le modèle de Gemini donc de Google. C'est juste pour dire que ça aussi, c'est un des gros enjeux de l'IA, c'est la capacité à avoir des modèles propriétaires. Je suis content de ce qui se passe dans l'écosystème sénégalais parce que je pense qu'en termes de recherche, notamment sous la coupole par exemple du professeur Seydina Ndiaye, de l'UGB aussi, de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, donc aujourd'hui il est au niveau de l'UNCHK, qui est un des leaders, on va dire, de cette logique en termes de recherche. Je suis plutôt content de voir les perspectives. Donc nous, on est encore dans des logiques de balbutiement, donc on s'appuie via des API sur des solutions existantes qui viennent d'autres pays, notamment les États-Unis. Mais en chiffres, est-ce que vous avez un nombre de personnes que vous avez déjà eu à traiter ? Oui, aujourd'hui, on a sur notre plateforme 1300 utilisateurs. Alors, on travaille effectivement avec des écoles de commerce actuellement. Donc, comment est-ce que la solution fonctionne ? On fournit une interface. Donc, dans les différentes écoles, généralement, vous avez ce qu'on appelle un career center. Donc, vous avez une équipe dont le job, c'est d'accompagner les jeunes dans la construction de leur projet professionnel. Donc, il y a 3 interfaces. Il y a une interface pour le jeune, il y a une interface pour l'école et il y a l'interface que nous, on utilise effectivement pour croiser tous les éléments qui proviennent des différents jeunes. Donc, au niveau de l'école, quand on fait un travail, donc, on travaille avec l'école à enrôler les jeunes. Via des journées effectivement dédiées à la construction du projet professionnel. Et ensuite, on suit les jeunes pendant toute sa formation. Parce qu'on part du postulat que la construction du projet professionnel, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. On n'attend pas d'avoir son diplôme pour dire, bon, maintenant j'ai mon diplôme, je vais aller chercher un travail. On pense que c'est quelque chose qui se fait dès le plus tôt possible. Donc, généralement, dès qu'on commence ses études supérieures, on veut avoir un suivi et aujourd'hui c'est ce qu'on arrive à fournir. On n'est pas encore dans une phase, on va dire, de croissance exponentielle, donc on n'a que 1300 utilisateurs, ce qui n'est pas énorme quand on compare effectivement à ce qu'on pourrait
qualifier de potentiel de marché quand on parle de l'éducation et du nombre de jeunes étudiants qu'il y a au Sénégal. Mais on attend quelques hypothèses. Si on arrive à valider certaines hypothèses par rapport à la valeur créée sur cet accompagnement, on pense qu'on pourra peut-être passer à une logique de scale. Alors, vous existez, comme vous l'avez dit, bien avant l'avènement de l'intelligence artificielle, depuis 2017, c'est ça. Mais en venant à présent à justement cet outil, l'intelligence artificielle, si je vous demandais, M. Baba Carlo, quelle est votre définition de l'intelligence artificielle, que me répondez-vous? Alors, c'est vrai que c'est une excellente question et c'est peut-être d'ailleurs la toute première question qu'on pourrait se poser. Peut-être la précision à faire, c'est que l'avènement de l'intelligence artificielle, on en parle sur ces dernières années parce que c'est peut-être devenu un outil accessible au grand public grâce aux IA génératives, mais ça existe quand même depuis quelques décennies qu'on parle d'intelligence artificielle. Pour moi, la définition la plus simple, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle, c'est la capacité que des machines, on donne effectivement à des machines la capacité à simuler des compétences ou des facultés humaines. Donc des facultés cognitives, donc simuler effectivement la capacité à raisonner, simuler aussi la vision, parce que c'est aussi important de se rappeler que même si l'aspect qui est le plus connu, donc c'est généralement les IA génératives avec notamment des outils comme ChatGPT, l'IA s'entend aussi par exemple par rapport au computer vision, donc la possibilité d'utiliser des caméras et de pouvoir permettre un peu de donner la vision à une machine, le text-to-speech, qui sont aussi des utilisations qu'on voit au Sénégal. Donc passer du texte à la parole, passer de la parole au texte, etc., qui sont différentes facultés humaines qu'on a, mais qu'on arrive à donner à des machines. Donc pour moi, la façon la plus simple de définir l'IA, c'est ça, la capacité qu'on a à donner à des machines de simuler des facultés humaines. Et toujours concernant l'IA, quelle est votre évaluation générale du niveau d'adoption de l'intelligence artificielle au Sénégal? Alors, surtout que vous êtes dans le domaine. Totalement. Alors, par contre, et c'est même quand on parle généralement du numérique, je pense qu'on peut très rapidement être dans des biais. Alors, ce que j'entends par des biais, c'est que si par exemple j'habite Dakar et qu'autour de moi tout le monde a accès à Internet, tout le monde a accès à des équipements numériques, je peux penser que tout le monde a accès à ça. Mais on est 18 millions de Sénégalais. Je rappelle que sur ces 18 millions de Sénégalais, peut-être 8 millions ont un accès à Internet, peut-être 4 millions ont un accès régulier effectivement à Internet. Et la culture numérique, qui est d'ailleurs un des gros indicateurs quand on parle de l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication dans un pays, peut-être n'est pas aussi élevée qu'on aurait pu l'espérer, parce que c'est aussi des questions qui touchent au niveau d'éducation. Donc, même quand on parle de cette partie la plus connue de l'IA qui est liée aux IA génératives, elle n'est pas aussi connue qu'on aurait pu l'espérer. Donc, beaucoup de Sénégalais encore reste à découvrir effectivement tout le potentiel que ces IA génératives ou encore tout simplement l'IA peut offrir. J'ai envie de dire que c'est plutôt faible en le corrélant toujours aux indices qui sont liés à l'accès aux équipements numériques. Même les smartphones ne sont pas une démocratie au Sénégal. Donc pour moi c'est important de le relativiser, même si on a le sentiment que tout le monde y a accès, c'est pas aussi représentatif à l'échelle du pays. Effectivement. Et quelles sont selon vous les principales opportunités économiques que l'intelligence artificielle pourrait offrir au Sénégal dans le cadre de la transformation numérique? Alors, elles sont énormes et dans tous les secteurs, il n'y a pas un seul secteur qui peut se prévaloir de ne pas être concerné. L'éducation, la santé, les transports, les secteurs sont énormes. Maintenant, quand on parle effectivement d'opportunités numériques, d'opportunités économiques plutôt, d'ailleurs, aujourd'hui, on arrête de dire économie numérique parce qu'on part du postulat que c'est quasi impossible d'enlever le numérique de toute économie. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une redéfinition des modèles économiques. Il n'y a aucun secteur qui peut se prévaloir de ne pas être concerné et donc de ne pas voir son modèle économique impacté directement. Si je suis une école, si je ne revois pas mon modèle économique par rapport à l'avènement de toutes ces technologies, le risque c'est que je vais tout simplement être en déphasage et je vais disparaître. Donc il y a énormément d'opportunités et ce qu'on attend maintenant des entreprises sénégalaises, mais aussi du gouvernement sénégalais, c'est qu'on puisse créer le cadre, c'est qu'on puisse créer effectivement les briques de base qui vont nous permettre de pouvoir asseoir ces nouveaux modèles économiques qui vont être en adéquation avec nos réalités, parce que généralement c'est aussi ça le problème. On ne peut pas copier ce qui se fait ailleurs et vouloir l'implémenter exactement tel qu'il se fait ailleurs ici. On a nos réalités. Et je suis content aussi de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises sénégalaises, si je prends Concret, si je prends l'Africa Mobile ou encore Adikia avec Awa, qui est très populaire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font.
et qui montre aussi effectivement des opportunités économiques à venir. En parlant justement de cadre, quels sont selon vous les principaux défis auxquels le Sénégal est confronté pour intégrer l'IA dans son tissu économique et administratif? Alors, dans le tissu économique, je pense qu'il y a d'abord la question de l'infrastructure. J'ai dit un peu plus tôt le fait que, bon, en tout cas pour beaucoup d'acteurs que je connais, on s'appuie sur des technologies, alors soit open source, mais qui ne sont pas purement sénégalaises. Après, c'est vrai que c'est pas nécessaire d'avoir des solutions purement sénégalaises. Il y a des boîtes comme Bamtou qui peut-être font de la recherche dessus depuis longtemps et qui ont aussi effectivement des solutions. Mais beaucoup d'entre nous, en tout cas, utilisons des solutions qui viennent d'ailleurs. Après aussi, c'est des questions d'infrastructure. Parce que quand on parle d'IA, il y a deux éléments majeurs qui vont venir. C'est les questions, de collecte de données. Et donc, qui dit collecte de données parle aussi de capacité et d'infrastructure à pouvoir stocker ces données, mais aussi c'est des questions de puissance de calcul. Donc il faut de l'infrastructure pour pouvoir à la fois stocker, donc il faut des data centers, il faut de la puissance de calcul pour pouvoir poser aussi effectivement des modèles, parce que la recherche derrière coûte énormément. Et si on regarde un peu les montants qui ont été investis par les boîtes qui aujourd'hui sont en tête de file, c'est des montants qui sont quand même astronomiques quand on les convertit effectivement en monnaie locale. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a rien à faire. Moi, je pense que ça peut être intéressant que notre économie commence effectivement à greffer, même si c'est des solutions qui sont au sommet, on va dire, de la chaîne, qu'on greffe effectivement des solutions à nos réalités et que petit à petit, on puisse construire les infrastructures qui vont nous permettre d'avoir des solutions purement sénégalaises. Et quand je dis purement sénégalaises, c'est dans les modèles, dans la recherche qui est faite pour avoir des problématiques spécifiques aux réalités sénégalaises. Mais encore une fois, content de voir des cas, comme je dis, l'Africa Mobile, qui propose des solutions en termes de speech to text, donc pour tout ce qui va être possibilité de voix en langue locale, Adikia, même chose avec Awa, etc. Donc c'est des solutions effectivement qui gagnent en popularité et qui sont des exemples de réussite sénégalaise. Dans les infrastructures, vous avez parlé de la construction de data centers au pluriel. Donc celui qu'on a à Diamniadio, il est pour le moment insuffisant? Alors, déjà, on en a un. Il y a les opérateurs telco qui en ont. Donc, on a différents data centers. Mais oui, ces data centers, ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'il faudrait. Déjà, c'est les data centers qui sont tier 3. Donc, on a une classification. Donc, vous avez tier 3. Le niveau le plus élevé, c'est le tier 4. C'est les tier 3 pour l'essentiel. Et alors, c'est pas pour dénigrer, hein. Je suis plutôt content qu'on en ait. Après, tu as des normes aussi quand on parle de data center, et c'est ce qui fait que je pense qu'il faut aussi des projets régionaux. Donc pas seulement sénégalais, mais peut-être ouest-africains. Il faudrait des projets au niveau de la CEDEAO pour que l'on puisse effectivement avoir une capacité aussi à respecter les exigences en termes de redondance, etc. Mais c'est juste pour dire que celui de Diamniadio, j'en suis plutôt fier. Je suis très très content qu'on en ait un. Mais les exigences, aujourd'hui on parle beaucoup de la place par exemple de la mécanique quantique, plutôt des ordinateurs quantiques et donc de l'informatique quantique dans ce que pourrait être l'avenir de l'informatique, donc l'avenir aussi de l'IA. Les exigences deviennent de plus en plus élevées. Donc oui, celui qu'on a au niveau de Diamniadio est déjà excellent, et il y a beaucoup de projets de transformation digitale impulsés par l'État sénégalais dont je suis fier, mais je pense qu'on a besoin de plus pour effectivement pouvoir atteindre peut-être le niveau de compétitivité qui nous permettrait d'être en phase avec les exigences de notre réalité. La transformation, par exemple, digitale, quand on parle des aspects comme la dématérialisation de l'état civil, qui sont des projets qui sont là depuis longtemps, le fait aussi que les différents ministères et les différentes agences puissent avoir accès à de l'infrastructure, c'est des choses que Sennum attaque, et on est très fiers de ce que Sennum fait, on est très fiers de ce que l'on a avec ce data center, mais il en faut plus. D'accord. Et en 2023, le Sénégal a élaboré une stratégie de l'intelligence artificielle pilotée par la direction d'éthique. Et cette année encore, le Sénégal s'apprête à adopter une nouvelle stratégie de transformation numérique intitulée New Deal technologique. Quelles sont vos attentes? Alors c'est vrai effectivement que d'ailleurs on a suivi le voyage du président par rapport à cette perspective du New Deal. Moi je pense qu'il y a quelquefois on va aller chercher très très loin, alors que il y a peut-être des problématiques de base qui sont des exigences en fait pour que, alors je vais utiliser le terme économie numérique pour que ça puisse se développer.
Aujourd'hui, on a besoin de démocratiser l'accès aux équipements numériques et l'accès aux infrastructures numériques. Donc, les équipements numériques, pour moi, à la base, c'est déjà les smartphones. Alors, aujourd'hui, avec 35 000 francs, on peut avoir un smartphone, mais c'est encore insuffisant, parce que 35 000 francs, ça reste encore peut-être un peu cher. On a des taux de pénétration du mobile qui sont excellents. Donc, on a des taux de pénétration qui sont dans les 112%. L'idéal, ce serait qu'on ait des taux de pénétration des smartphones qui avoisinent justement les 112%. Je pense que l'État pourrait avoir effectivement des stratégies pour qu'on puisse avoir des productions d'équipements, ou en tout cas, parce que c'est aussi important qu'on ait une facilité d'accès peut-être par rapport à la douane, donc à la stratégie effectivement fiscale qui va être posée pour faciliter cet accès à ces équipements numériques. Je pense que ça, c'est des éléments de base, parce que plus il y aura de personnes qui vont avoir accès à ces équipements, à ces infrastructures, plus il y aura de possibilités que l'on puisse effectivement, si je suis boutiquier, si j'ai une petite boutique dans mon quartier, que je puisse utiliser le potentiel du numérique pour toucher mes clients. Et c'est là aussi que des entreprises comme l'Africa Mobile, comme Concret vont pouvoir impacter parce que justement l'accès va être simple. Donc si effectivement on a des éléments sur la couche supérieure, donc par exemple il y a des solutions applicatives, des API, mais que les gens qui doivent utiliser les téléphones avec aussi le niveau minimal de caractéristiques qui permettent de pouvoir faire fonctionner certaines solutions n'existe pas. Finalement, le potentiel économique reste limité. Si on prend des secteurs aussi importants que la santé, pour que par exemple des éléments comme la télémédecine puissent aussi se déployer, parce que c'est encore terrible qu'en 2024, 2025, des gens doivent quitter les villages, venir passer des nuits dans des hôpitaux pour des rendez-vous, parce que peut-être la gestion de la prise de rendez-vous aurait pu être optimisée. Ça aurait été peut-être possible d'utiliser des technologies fournies par ces acteurs au niveau des couches supérieures pour faciliter ces éléments-là, mais il faut le faire en langue locale, il faut aussi que ça soit simple pour ces personnes, il faut que l'infrastructure soit aussi existante. Donc je pense que ce New Deal devra impérativement prendre en compte ces aspects-là. Mais je pense en tout cas que c'est le cas. Et j'espère tout simplement qu'on pourra très rapidement voir des impacts, parce que ça peut commencer comme ça. L'idée de le faire par la douane, j'aime pas trop, parce que ça veut dire effectivement qu'on enrichit d'autres personnes. Je pense que c'est possible aussi d'avoir des unités de montage locaux, avec notamment de la réutilisation ou du recyclage à la hauteur effectivement de ce qu'on a comme déchets numériques ici. C'est possible d'avoir des unités de montage et des unités de production locaux pour fournir des smartphones à bas prix, des équipements numériques à bas prix, pour que dans l'éducation, pour qu'on n'ait plus de jeunes qui arrivent à l'université qui n'ont jamais touché d'ordinateur, parce que ça, c'est ce qui développe l'économie numérique, et c'est une des lois de l'économie numérique, c'est notamment la loi de Moore qui avait un peu projeté le développement des équipements numériques, mais ce développement sous-tend tout simplement, ou est sous-tendu plutôt par l'accès aux équipements et aux infrastructures numériques. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, cela suscite deux fois quelques craintes, et de nombreuses craintes. Ça s'est vu en Chine, où le marché de l'emploi a été fortement, on va dire, impacté par l'avènement de l'intelligence artificielle, quitte à même créer quelques remous, bien quelques de mécontentements de la part de Chinois. Mais vous, en tant qu'acteur, partie intégrante de l'intelligence artificielle au Sénégal, est-ce que vous partagez ces craintes-là aussi? Qu'en pensez-vous? Alors oui, il y a énormément de craintes par rapport à l'IA, et je pense que beaucoup de ces craintes sont légitimes. Il y a aussi énormément d'opportunités, et ces opportunités sont légitimes. Mais je pense que ça, c'est la réalité de quasiment toute révolution technologique. L'Internet, l'avènement de l'Internet a provoqué les mêmes types de réactions. Il y avait de la peur, il y avait de l'inquiétude. Wikipédia, je me souviens encore de l'inquiétude des professeurs par rapport à ça. Bon, aujourd'hui, on l'accepte comme étant juste une partie de notre réalité. Mais c'est vrai que l'IA semble quand même être une révolution disruptive. Et donc, en termes d'impact par rapport à l'emploi, c'est certain. C'est certain qu'il y aura. Et aujourd'hui, nous, tout de suite, on peut le sentir. C'est-à-dire que Microsoft, qui est présent au Sénégal et qui déploie notamment Copilot, et qui vend aujourd'hui notamment des solutions Copilot à des entreprises, notamment sénégalaises, va avoir de l'impact sur la façon dont on travaille dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de services. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on redéfinisse peut-être certains types de postes, certains jobs, parce que le
temps de traitement ou les ressources qu'il fallait pour faire certaines choses vont être repensées. Donc oui, il y a des risques côté job. En termes de robotisation, est-ce qu'on peut corréler aussi effectivement les questions liées à l'IA et à la robotique, à la cobotique? Il y a aussi énormément de choses qui vont faire que, oui, il y a des jobs qui vont être menacés, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que je pense qu'il y a des questions en termes de modèle économique à l'échelle du pays. Si on est toujours dans des logiques capitalistiques, je pense qu'il y a des combats qui sont perdus d'avance. Parce que le capitalisme va toujours chercher effectivement à optimiser et l'impact notamment pour les plus pauvres n'intéresse pas dans le capitalisme. Donc, quel est le type de modèle économique qu'on va choisir en tant que pays? Ça va être un aspect important. Peut-être qu'on va avoir un modèle plus social, plus communautaire, et donc dans ce cas, on va prendre en compte certains éléments. Je pense aussi qu'il y a des aspects qui sont toujours dans cette révolution en termes d'emploi. Il faut repenser la formation. Il faut repenser la capacitation des gens. Et le problème, c'est que c'est la vitesse à laquelle ça évolue. Aujourd'hui, les compétences ont une durée moyenne de 3 ans. Et tout ça, ça complexifie le point. Donc, je pense que ces peurs sont légitimes. Et il va falloir, en tant que pays, qu'on puisse réfléchir. Je ne sais pas quelles sont les solutions. Et c'est des questions qui se posent à l'échelle mondiale. Et au-delà de ces peurs côté emploi, il y a aussi des peurs sociétales qui se justifient. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui sont légitimes par rapport à l'IA. Justement, toujours concernant cet aspect, comment pensez-vous que le Sénégal peut équilibrer les bénéfices de l'IA avec la préservation et la création d'emplois? Alors, par rapport à la préservation de l'emploi, je pense quand même que ça va être important d'avoir des politiques éducatives qui vont être dans la prospective. Donc l'idée, c'est effectivement dans la stratégie de ne pas former par rapport à aujourd'hui, mais plutôt de former par rapport à là où nous sommes susceptibles effectivement d'aller. On a beaucoup de jeunes, on est une population jeune avant tout. Et il y a beaucoup de métiers aussi qui, peut-être pour le moment, parce qu'on n'est pas un pays industrialisé à un certain niveau, donc les risques aussi ne sont pas les mêmes quand on les compare à ce qui se passe à la Chine ou aux États-Unis ou à des pays qui sont post-industriels même, on pourrait dire. Donc l'optique, c'est plutôt effectivement de penser à nos politiques éducatives. Je pense que ça va être extrêmement important. Et aujourd'hui, tout de suite, je pense que des acteurs comme l'ANAQ-Sup, comme le CAMES et tout simplement comme le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle ont du pain sur la planche par rapport à effectivement ces politiques de formation et ces orientations. Peut-être qu'il faut aussi des sortes de réflexion ou d'assises pour vraiment repenser la façon d'enseigner, parce que je pense que ça va être difficile d'envisager l'enseignement sans l'IA dans les années à venir. Donc si je suis un professeur, je ne peux pas vouloir interdire l'utilisation de l'IA parce que c'est de la triche ou parce que c'est pas juste. C'est plutôt le contraire. Je dois pouvoir repenser ma façon d'enseigner en intégrant l'IA comme étant un outil. Et donc, je vais vouloir que mes étudiants l'utilisent, mais ça veut dire que ma façon d'enseigner doit changer. Effectivement. Dans les faits, le Sénégal est-il prêt à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour éviter les dérives éthiques, notamment sur le plan infrastructurel? Alors là aussi, je suis content qu'il y ait déjà des réflexions qui ont été posées. Maintenant, le point, c'est est-ce qu'on peut? Je pense que c'est difficile d'encadrer, surtout parce que quand on parle d'encadrement, généralement, on parle de législation. Et c'est difficile de poser des normes sur des choses qu'on ne comprend pas encore. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on comprenne encore tout l'impact ou toutes les réalités parce que la vitesse à laquelle ça change, c'est que quasiment tous les 6 mois, on a des révolutions dans l'IA. Aujourd'hui, OpenAI déclare que l'intelligence artificielle générale, qu'on avait posée comme étant très lointaine en termes de perspective, est déjà une réalité. Et l'intelligence artificielle générale, ça change effectivement aussi la façon même d'appréhender cette technologie. Donc c'est nécessaire. Le seul hic, c'est que, même, et je ne parle même pas que du Sénégal, c'est qu'à l'échelle mondiale, il y a tellement de dérives, mais on ne sait même pas comment encadrer ces points. Et c'est aussi le cas. Généralement, la loi, elle vient après. Généralement, il faut plus de maturité pour qu'on puisse réussir effectivement à poser. Parce que si on se dépêche ou si on se précipite, l'encadrement normatif est inadapté. Et là aussi, ça crée des brèches ou ça crée effectivement des blocages par rapport au potentiel économique qui est posé. Donc, je pense que la dimension, elle est surtout déontologique et éthique. Et donc là, c'est lié aux acteurs. Et je suis content de voir effectivement qu'il y a des réflexions qui sont déjà entamées avec des engagements qui sont pris, donc avec beaucoup d'entreprises qui signent effectivement des chartes avec des engagements par rapport à des questions déontologiques et à des questions éthiques. Maintenant, le seul malheur, c'est que tout le monde n'est pas aussi, en tout cas, prêt à respecter ces standards. Donc, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de risques.
Et je pense que la première façon de nous protéger, c'est de nous renseigner. Je pense qu'on a besoin effectivement d'attirer l'attention. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait en termes de possibilités de génération, en termes d'images, de vidéos, d'attirer l'attention par rapport à nos jeunes enfants, par rapport à nos jeunes frères, jeunes sœurs, sur les risques qu'il y a. Et donc, ça doit commencer par une forme d'éducation aux médias qui doit se faire depuis les écoles primaires pour que les gens soient conscientisés et qu'ils puissent avoir un usage respectueux de ces réalités pour vraiment protéger notre société. Mais c'est difficile légalement de le faire. Par contre, je suis content de voir qu'il y a déjà des approches en termes d'engagement déontologique et éthique qui sont posées. Monsieur Baba Carlo, je vous remercie. Merci à vous. On rappelle que vous êtes le fondateur de l'entreprise TAG. TAG. Merci encore. Super.